Bonjour à tous, je m'appelle Saip Etienne-Ping, je suis membre du CREAD. J'ai effectué ma thèse entre 2010 et 2013 sous la direction de Gérard Sansevi et François Lagirard, qui est maître de conférence et spécialiste du bouddhisme à l'école française d'Extrême-Orient. Ma présentation s'intitule Vers une anthropologie didactique, le cas des monastères du Laos. Mes terrains ethnographiques dans le nord du Laos visaient à observer et à comprendre les pratiques didactiques des monastères taïlus. Pour cela, il m'a fallu concilier deux disciplines, la didactique et l'anthropologie. Si le monastère avait déjà étudié sous une approche anthropologique, il ne l'avait encore jamais été sous une approche didactique. Introduire la discipline didactique m'a ainsi permis d'analyser plus finement le monastère dans sa dimension éducative et de représenter ses pratiques de transmission. Ces enquêtes ethnographiques sur l'apprentissage dans les monastères ont emprunté l'approche méthodologique de la théorie de l'action conjointe en didactique. La ville de Muengsing comportait moins de 2000 habitants au moment de l'enquête. Muengsing est située à 10 km au sud de la frontière chinoise et à 30 km à l'est de la frontière birmane. Hormis les Tailus, la population de la plaine de Muengsing est composée de plusieurs groupes ethniques, dont principalement les Tainua, les Punoy, les Lao, les Taidam, les Chinois du Yunnan. Pour étudier les pratiques didactiques des monastères, j'ai utilisé le film d'étude introduit par la TACD. En s'aidant du film, l'observateur cherche toujours à comprendre la façon dont les individus agissent en fonction des autres. L'usage des photogrammes est nécessaire pour analyser, puis présenter le processus de sémiose, c'est-à-dire le processus de production et de déchiffrement réciproque des signes produits par le professeur et les élèves durant les transactions didactiques. L'approche sémiotique est d'autant plus indispensable que les comportements non verbaux constituent une part importante des transactions didactiques. On peut considérer qu'une large part de l'initiation d'un novice porte sur l'acquisition de ce que Marcel Mauss a appelé des techniques du corps. L'apprentissage des techniques dans les monastères doit justement rendre les novices capables d'agir autrement. Or, agir autrement dans son environnement, c'est ressentir et percevoir son corps différemment. Les novices acquièrent, il est vrai, des techniques de récitation, de mémorisation, de prosternation, etc., pour reproduire des rites, mais il est essentiel de garder à l'esprit que ces techniques et techniques du corps construisent l'habitus des jeunes garçons du village. Par l'étude du film et des photographes, on peut percevoir et décrire le travail d'intégration d'un certain habitus spécifique au monastère. J'ai ainsi voulu montrer que l'intériorisation des valeurs d'un groupe est visible à travers le corps et son action. Pour montrer ce travail d'intégration de l'habitus du monastère, j'ai pris pour exemple le rite d'hommage quotidien envers le Bouddha. Je vais présenter une première description et analyse du rite d'hommage sans image. La méthode consiste essentiellement à observer et interpréter les pratiques rituelles de la communauté monastique. La seconde description et analyse du rite d'hommage utilise un système hybride texte, image et son. Le rite d'hommage, appelé par les Tailus Sutpratyao, est à la fois un rite d'hommage envers le maître, le Bouddha, ses enseignements, le Dhamma, et la communauté des disciples, le Sangha. Ces trois éléments constituent les trois joyaux. Dans le monastère de Chiang Thai, le rite d'hommage prend place dans le bâtiment de culte appelé Vihan, 1 heure par jour au coucher du soleil. Le moine est assis le plus près et en face de l'autel. Les deux novices sont assis derrière lui. Tous se sont prosternés avant de commencer le rite. C'est le moine qui commence à réciter, puis les novices le suivent. Après chaque récitation de texte, tel que le texte appelé Namo Tassa, en hommage au Bouddha, le moine et les deux novices se prosternent agenouillés. Suite à cette description du rite d'hommage sans image, je vais à présent proposer une nouvelle description et analyse du rite en utilisant les photogrammes. Ils vont nous permettre d'affiner notre analyse et de mettre en lumière ce qu'est un contrat d'imitation dans un monastère bouddhique au Laos.
L'apprentissage du rythme d'hommage repose essentiellement sur le contrat d'imitation que nous considérons comme une des formes du contrat didactique. À la suite de Dominique Forest et Pascal Batelier, nous distinguons un contrat d'imitation corporelle d'un contrat d'imitation sonore. Le contrat d'imitation corporelle signifie la reproduction d'un geste montré par le modèle. Le modèle est la démonstration d'une pratique par le professeur. Le contrat d'imitation sonore signifie la production d'un son identique à celui du professeur. Un contrat d'imitation s'appuie sur un milieu corps ou bien un milieu récitation. Ce milieu est donné par le modèle ou le professeur. Une partie du contrat d'imitation dans le rite d'hommage est de se prosterner à la fin de chaque récitation. Dans les photogrammes qui suivent, nous allons voir que le moine produit une pratique modèle. En effet, l'exécution lente du bonze montre l'application, mais aussi une certaine attitude dans sa pratique du culte. Faire les choses lentement, c'est d'une certaine façon faire les choses adéquatement. Dans l'esprit de celui qui le fait, c'est montrer son profond respect envers le Bouddha. Cette série de photogrammes porte sur un enchaînement de 3 prosternations successives. L'ensemble des 3 photogrammes montre tout d'abord qu'il n'y a pas de coordination entre les prosternations des novices et celles du moine. Il indique également que les prosternations des 2 novices sont exécutées beaucoup plus rapidement que celles du moine. Le moine exécute des prosternations lentes et appliquées. Que font les acteurs après s'être prosternés? En regardant ces 3 photogrammes, on peut concentrer notre attention sur la transition qu'opère chacun des 3 acteurs immédiatement après la dernière prosternation. En observant de près ces transitions, c'est-à-dire cet après-geste, on peut se rendre compte de la différence de niveau séparant les novices du moine. Cette série permet également de percevoir la différence de vitesse dans l'exécution de la prosternation. Alors que les 2 novices sont dans une phase de transition, le moine est encore en train d'exécuter sa seconde prosternation. Ce photogramme nous permet de visualiser l'action immédiate du novice le plus à droite de l'image. Après sa prosternation, il regarde du côté du novice situé au milieu. Il semble donc porter peu d'attention à l'après-geste. Ce photogramme indique également le manque d'attention porté par le novice au milieu à la fin de son geste. En effet, il passe sa main sur le visage. Ce dernier photogramme montre bien l'attention de la conscience du moine portée à son corps. Après s'être relevé de sa dernière prosternation, le moine pense à regarder immédiatement la position de ses mains sur ses cuisses, ici indiquée dans le cercle rouge. Peut-être songe-t-il à ce moment même à l'action suivante qu'il va produire. Ce qui ressort assez nettement de cette comparaison entre les transitions des 3 acteurs, c'est l'état d'esprit dans lequel ils réalisent le rite. Un rite composé de plusieurs phases d'action suppose des transitions, mais elles ne sont pas abordées de la même façon par chacun des acteurs. Le moine ne se distrait à aucun moment et conserve une attention totale de l'esprit à son corps. Quant aux 2 novices, ils expriment à travers leur corps une conception du rite d'hommage qui serait la production d'une simple tâche routinière. Ils semblent donc concevoir la fin d'un geste comme un moment leur permettant de penser et de faire autre chose. Ils changent en fait d'activité et sortent de l'état d'esprit de la cérémonie. Pour conclure cette présentation, je voudrais proposer quelques pistes de réflexion. À quoi devraient ressembler les textes anthropologiques du futur? Quelles fonctionnalités et quelles possibilités devraient-ils offrir? Les textes anthropologiques, intégrant la vidéo et les images, offrent de nombreuses fonctionnalités et possibilités. En effet, la vidéo intégrée et les images donnent la possibilité au lecteur de regarder et de suivre de près l'analyse produite par le chercheur. Aussi, elles peuvent être reprises par d'autres chercheurs effectuant des études similaires ou proches. La manipulation de l'image permet d'accroître la capacité de la vision du chercheur et du lecteur, qui peut accéder à la vidéo intégrée à un article sur la base d'un film d'étude. Le chercheur et le lecteur peuvent alors modifier leur façon de regarder. La manipulation de l'image permet de regarder autrement. Tout comme le microscope permet de mieux percevoir l'espace, le film nous permet de saisir des faits dans le temps qui nous échappent à cause de leur rapidité.
Ainsi, nous avons pu observer à travers la série de photogrammes présentés précédemment que les novices n'ont pas encore intégré l'esprit de la prosternation. L'usage des photogrammes nous a permis de montrer que la manière de se prosterner traduit l'état d'esprit dans lequel se trouve celui qui l'exécute. Or, les membres du monastère doivent justement parvenir à acquérir l'état d'esprit ou le style de pensée de l'institution. Ma présentation est terminée. Merci pour votre attention.